d'essayer de proposer des choses intéressantes ou positives. Je vous explique un peu ce que c'est la police de sécurité du quotidien selon Gérard Collomb. Alors, je reprends le beau visuel fait par le ministère. Alors c'est des mots-clés, hein, c'est important les mots-clés. On appelle ça des éléments de langage. C'est quand on ne sait pas quoi faire politiquement, on fait des phrases comme ça et chacun il met un peu ce qu'il veut derrière. Donc on est sur des forces recentrées sur leur cœur de métier. Donc des policiers qui feront policiers. C'est ça l'objectif. Et donc ils veulent effectivement une procédure pénale repensée. Pourquoi pas? Un État qui protège ses forces, où il faut effectivement des sanctions envers ceux qui s'attaqueraient aux auteurs d'agression contre les forces de sécurité et de secours. Un budget en hausse, on pourrait y revenir, puisque c'est un peu de la poudre de perlimpinpin pour reprendre une expression présidentielle jupitérienne. Et en fait, en réalité, ce sont des moyens renforcés dans une trentaine de quartiers dans un premier temps. Quartiers qu'ils ont appelés quartiers de reconquête républicaine. Ça vous donne un peu l'objectif. Hein, comme si la République, il y avait des gens qui ne s'y soumettaient pas dans certains endroits et qu'il fallait envoyer des forces de reconquête. Or, en réalité, ce qu'on sait, c'est que dans les quartiers en question, c'est plutôt les services publics qui ont déserté que les gens qui auraient déserté la République en tant que telle. Mais bon, il faut que ça fasse un peu, vous voyez, il faut que ce soit dans l'action quand même, et pas des mots, parce que la police de sécurité du quotidien, ce n'est pas la police de proximité. Et oui, dès le début, ils vous ont expliqué, là c'est Emmanuel Macron notamment, un discours aux forces de sécurité avec Gérard Collomb, qui ont tous les deux expliqué clairement qu'il ne s'agissait pas de refaire la police de proximité. Et pourquoi précisément il ne s'agissait pas de refaire la police de proximité? Pour une raison bien précise, il était hors de question d'avoir à nouveau des policiers qui jouent au rugby avec des enfants dans un quartier. Je ne fais que citer, là, encore une fois, ce qui s'est dit dans ces discours de présentation de la police de sécurité du quotidien et de la stratégie de sécurité du gouvernement. Alors, à partir de là, je ne pense pas qu'on puisse partir dans la bonne direction. Et pour cause, ça devrait bien être l'objectif que des policiers et des gendarmes soient à nouveau en capacité de pouvoir jouer avec les jeunes du quartier, c'est parti, avec les jeunes du quartier, au rugby, au football, à ce que vous voulez. Et en plus, pour la petite anecdote, vous vous souvenez, c'est au moment où Nicolas Sarkozy a achevé, pour ainsi dire, la police de proximité. Il était allé en Haute-Garonne et il avait limogé, séance tenante, hein, si je puis dire, le préfet du coin et le directeur départemental de la sécurité publique pour cette raison-là. Or, les policiers en question ne jouaient même pas au rugby sur leur temps de travail, parce qu'on pourrait se dire, bon, ma foi, ils ne sont pas payés pour jouer au rugby, quoi. Bon, encore que. Ils étaient en dehors de leur temps de travail. Imaginez-vous demain dans un quartier chaud, où c'est tendu, où vous savez que les policiers ne passent pas à moins de 2 voitures. Quand ils passent à 2 voitures, il y a des projectiles qui vont de droite et de gauche, des insultes qui fusent, des jeunes qui sont là en scooter qui les entourent, etc. Bon, imaginez-vous qu'ils puissent jouer au football, au rugby ensemble. Ça semble impensable. Et pourtant, ça dénoterait, si tel était le cas, qu'on aurait fait baisser le niveau de violence et qu'il y aurait pu avoir à nouveau un dialogue de noué. Après, le niveau de délinquance, c'est autre chose, mais qu'au moins il puisse y avoir du dialogue et que ça puisse éviter d'être un peu la guerre civile. Donc, ils nous l'ont dit tout de suite, c'est niette, ce ne sera pas la police de proximité. Alors on s'est demandé ce que c'était du coup. Police de sécurité du quotidien. On a réfléchi. Hein, ils auraient peut-être pu dire police de sécurité hebdomadaire ou mensuelle, annuelle, mais finalement ils ont préféré quotidien. Ils entendaient par là que c'est la police dont on dispose au quotidien, la police de tous les jours. Hein, ils auraient pu appeler ça la police de tous les jours. Donc c'est une merveilleuse tautologie, hein, puisque du coup ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Mais il y a toujours un projet qui est transversal à toute la République en marche, au gouvernement, à Jupiter, à tout ce que vous voulez, c'est le numérique. Alors ça, par contre, il y a du numérique. Et donc là, on vous explique qu'avec la police de sécurité du quotidien, on aura des policiers 2.0 et des gendarmes 2.0 avec des tablettes, des smartphones.
et qui pourront, en quelques clics, contrôler votre identité, vérifier si vous avez vos 12 points, vérifier si vous avez des antécédents judiciaires, vérifier si vous êtes recherché, si vous êtes fiché sur le fichier, le FSPRT, si vous êtes recherché pour radicalisation, etc. Bon. Et ça marche. Ça marche plutôt bien, mais est-ce que c'est ça vraiment l'enjeu qui permet de rapprocher la police de la population? Non, ça permet de gagner un peu de temps, peut-être pour certains de contrôler plus, je ne sais pas si c'est la bonne option, puisque en parallèle d'avoir plus facilement des contrôles, on aurait pu se dire qu'il allait y avoir une contrepartie, c'est-à-dire qu'il y ait moins de contrôles ou qu'on contrôle mieux. Mais il n'y a pas du tout d'enjeu en la matière. Vous savez qu'on a remis sur la table un certain nombre de fois le récépissé sur le contrôle d'identité. Et qu'on nous a dit, alors il y a eu plein d'arguments, hein, mais le premier, ça a été qu'on a pu le défendre en commission, mais pas en séance plénière, parce que ça a été rejeté au titre de l'article 40. Bon, ça vous fait une belle jambe quand je vous ai dit ça. L'article 40, c'est celui qui dit qu'on n'a pas le droit de créer une charge supplémentaire pour l'État en tant que parlementaire quand on fait des amendements. Donc je traduis, les récépissés, ça coûte cher. Donc vous ne pouvez pas le proposer, monsieur le député, c'est pas possible. Donc ça, c'était le premier niveau d'argument. Après, il y en a plusieurs derrière. Et évidemment, cette police connectée, elle a aussi des caméras piétons. C'est une caméra, vous savez, au torse, une GoPro, et c'est bien mieux que le récépissé, parce que vous avez le son, l'image et tout ce que vous voulez avec. On pourra en parler après aussi, si vous voulez. Donc cette police, elle est connectée. Et cette police de sécurité du quotidien, elle est au plus proche du terrain, dans un partenariat et un diagnostic partagé. Voilà. Si elle était éloignée du terrain dans un diagnostic pas partagé, ça poserait problème. Je suis d'accord. Et instruction a été donnée, du coup, aux policiers et aux gendarmes d'aller voir les élus et de discuter avec eux. Alors moi, je suis un peu bête. Je pensais qu'il y avait encore ce qui s'appelle des CLSPD, des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qui sont précisément des instances dans lesquelles il y a les élus locaux, il y a les bailleurs sociaux, il y a les éducateurs de rue quand il y en a encore, il y a les partenaires sociaux au sens large, les policiers, évidemment. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il est vrai que je me suis fait raconter par des policiers eux-mêmes et par des gendarmes, parce que vous le savez, je suis allé en immersion chez les gendarmes, vous avez vu les photos, tout ça. Bon, je m'étalerai pas là-dessus. J'ai fait aussi observateur. Et ils m'ont dit, non, c'est vrai, honnêtement, on était accaparés par le boulot, et comme c'était plus une priorité qu'on nous a fixée, bon, les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, bon, on y va parce qu'il faut y aller, mais on avait un peu perdu le contact avec les élus. Rendez-vous compte. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de discussion, plus que ça, entre les élus locaux et les policiers. Les gendarmes, c'est un peu différent, parce qu'ils ont toujours eu un maillage du territoire un peu fort, mais si même eux disent qu'ils ne voyaient que très peu les élus ou les policiers municipaux des villes de leur arrondissement, c'est que vraiment, ça allait pas bien. C'est peut-être le petit aspect positif là de la police de sécurité du quotidien, c'est que les policiers et les gendarmes reparlent aux élus locaux. Donc c'est une police et une gendarmerie partenariale. Vous avez compris, c'est plein de mots qui sont importants. Je ne dis pas que j'y suis opposé. Encore une fois, vous avez compris le concept. Je suis pour qu'on fasse du partenariat, dans une certaine limite quand même. Et évidemment, il faudra évaluer cette police, parce que Gérard Collomb l'a dit, enfin, il a eu un peu de mal à le dire. La politique du chiffre, c'est terminé. Alors moi, j'étais content parce que je l'avais interrogé, je crois que c'était pendant la loi sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, vous savez, la loi qui a transcrit l'état d'urgence dans le droit commun, en 2017. Et je lui disais, il faudrait peut-être arrêter avec la politique du chiffre, au détour d'un amendement qu'on avait déposé. Et il me dit, mais monsieur Bernalicis, la politique du chiffre, ça n'existe déjà plus. De toute façon, les chiffres de la délinquance, tout ça, il y a une réforme en 2013, donc il n'y a plus de débat. Donc il était dans une confusion totale entre les chiffres de la délinquance, la politique du chiffre en tant que telle, et le fait que ça existe encore dans les services de police. Et quelques mois plus tard, il a dit, voilà, c'est terminé. Donc ça veut bien dire qu'elle existait déjà, et ça veut bien dire que François Hollande ne l'avait pas supprimée par ailleurs, ni Manuel Valls, je tiens à le préciser au passage, puisque ça faisait partie des 60 engagements du président François Hollande que de mettre fin à la politique du chiffre. Donc oui, cette politique du chiffre, elle a continué, et pour l'instant, elle continue, puisqu'il n'y a pas d'instruction contraire, ou en tout cas, les rouages de la politique du chiffre sont encore en vigueur.
qu'est-ce que c'est que la politique du chiffre? C'est qu'il faut faire remonter un certain nombre de bâtons à mettre dans les cases, que ce soit en sécurité routière, soit le nombre de PV que vous mettez, de contrôle positif, aux stupéfiants, à l'alcool, que ce soit pour les bacs notamment, qui étaient plutôt des machines à faire du chiffre. Hein, c'était ça, un bon directeur de police, un bon directeur départemental, il a une bonne bac qui lui permet de faire remonter plein de bâtons, et notamment des ILS, des infractions sur la législation relative à la législation des stupéfiants. Donc le mec qui fume son joint dans un coin, voilà. Ah non, c'est pas la grosse affaire qu'on démantèle, etc. Non, ça sert à rien, ça fait pas de chiffre. Ça fait un chiffre, ça fait un bâton, une grosse affaire qu'on démantèle. Éventuellement, si on démantèle une grosse affaire avec une vingtaine de trafiquants, au bout de 9 mois ou 10 mois ou même 1 an et demi de boulot, bah ça fait 20 bâtons en 1 an et demi, c'est pas terrible. Alors que si vous chopez 20 types au coin de la rue en une journée, là, ça fait des bons chiffres. Et en plus, c'est des affaires ouvertes et résolues, puisque vous avez résolu l'enquête, hein, parce que forcément, vous l'attrapez tout de suite. Donc ça vous permet de gonfler les chiffres bien comme il faut. Et qu'est-ce qui se passe à la fin avec ces chiffres? C'est que vous avez le régime indemnitaire qui est assujetti à ça. C'est-à-dire que les policiers ont des primes de résultats exceptionnels par équipe en fonction des résultats de leur équipe. Et comme ça remonte jusqu'au directeur départemental de la sécurité publique, pour ce qui est de la sécurité publique, c'est-à-dire la police du quotidien, je vais l'appeler comme ça, la police de tous les jours que vous voyez. Et donc les commissaires, eux, ont aussi des primes en fonction de ça. Et ça peut aller, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais au moins jusqu'à 40 000 € annuels de primes, si ce n'est pas plus, hein, en fonction des bons ou des mauvais chiffres. Donc autant vous dire que il y a une incitation de la hiérarchie à obtenir des bons chiffres. Donc tant que vous ne remettez pas ce truc-là en cause, vous aurez de la politique du chiffre. Donc ils ont dit il faudra, avec la fin de la politique du chiffre, quand même mettre des nouveaux outils d'évaluation. C'est bien. Ce qui est dommage, c'est que ça n'existe pas encore. On est le 23 août. Oui, je crois que c'est ça, on est le 23 août. Et la police de sécurité du quotidien, ça commence officiellement le 1er septembre. Donc voilà, dans quelques jours, dans une semaine, c'est parti. Et il n'y a toujours pas d'outil d'évaluation. La police de sécurité du quotidien, c'est parti. Et il n'y a toujours pas de formation interne, de formation continue pour les effectifs qui seront positionnés dans ces 30 quartiers de reconquête républicaine. Parce que j'ai regardé un peu ce qu'avaient fait les précédents gouvernements, socialistes, j'allais dire de gauche, mais socialistes, de droite, et à chaque fois qu'ils ont mis en place des réformes, les zones de sécurité prioritaires, ou la mise en place des UTEC, pour ceux qui se souviennent, qui connaissent dans les quartiers, qui étaient l'ancêtre des BST, des brigades de terrain, et ben les policiers qui étaient positionnés sur ces effectifs-là, ils étaient détachés du service pendant 2 semaines, par exemple pour les UTEC, pris en formation continue, 2 semaines de cours, quoi, où on leur explique ce qu'on attend d'eux, quoi. Ce qu'ils vont faire sur le terrain, ce qu'ils faisaient avant, ce qu'ils feront plus après, ce qu'ils faisaient pas avant, ce qu'ils devront faire après. Enfin, voilà, comment ils mettent en place la politique décidée par le ministre et qui retombe en cascade. Là, rien du tout. Donc vous avez des 30 quartiers où vous avez concrètement des gens qui font ce qu'ils peuvent, des chefs de police qui essayent d'inventer des choses avec plus ou moins de brio. Et avec ça, on pourra avoir le meilleur comme le pire. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ils sentiront que faut arrêter de faire tout ce qu'on faisait avant, des bâtons dans les cases, etc. Et qu'il va falloir mettre plus l'accent sur tel ou tel type, je sais rien, de délinquance ou remettre des gens sur le terrain ou leur dire des instructions claires en disant bon les gars, cette semaine vous remontez toute la rue et vous allez dire bonjour à tous les commerçants. Voilà, des trucs un peu concrets, quoi. Et puis il y a des endroits où en fait ils prendront la brigade qui faisait déjà son petit tour et puis ils l'appelleront sécurité du quotidien parce que ils sont là tous les jours de toute façon. Donc vous avez comme ça une inégale mise en œuvre de cette police de sécurité du quotidien. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je veux après vous faire travailler. Ne croyez pas que je vais faire que parler. Ce serait vous méprendre. Alors,
notamment en termes de stratégie sur la prévention de la délinquance. On pourrait se dire l'axe majeur, c'est la prévention de la délinquance. C'est le fait qu'il y ait moins de délinquance. Et pour ça, il y a une stratégie qui avait été élaborée parce qu'il y a un truc qui existe, vous savez probablement pas que toutes ces choses-là existent, mais elles existent. Des fois, on se dit, mais si elles existent, pourquoi ça marche pas? Mais bon, ça, on reviendra plus tard. Le comité interministériel de prévention de la délinquance, ils ont rajouté un petit R, et de la radicalisation, parce que bon, faut bien se mettre à jour. Ce comité interministériel a pondu une stratégie 2013-2017 sur la prévention de la délinquance, qui ne concernait pas que les policiers et les gendarmes. Ça allait au-delà de ça. La stratégie de prévention de la délinquance, vous avez tous les partenaires sociaux qui doivent être associés. Les bailleurs sociaux, notamment, sont des interlocuteurs souvent privilégiés pour ce genre de dispositif. Et aussi les éducateurs de rue, mais il y en a de moins en moins. Bon. Alors du coup, je suis allé voir la stratégie 2017, il faut que je rajoute 4 ans, 2021, enfin 2022, 2018-2022. Le problème, c'est qu'elle n'existe pas. Et on est le 23 août 2018. Il n'y a toujours pas de stratégie 2018-2022. Donc pour l'instant, on continue celle qui est terminée. C'est pour vous dire ô combien, finalement, on est dans des éléments de communication, des éléments de langage. Et la police d'hier, qui s'appelait police nationale, demain s'appelle police de sécurité du quotidien, avec des changements si peu perceptibles. La seule chose qu'ils ont voulu mettre en plus, ce sont les délégués police-population. Et donc l'objectif, c'est d'avoir 185 délégués à la fin de l'année 2018, dont 45 dans le ressort de la préfecture de police de Paris, contre 151 au 1er janvier 2018. D'accord ? Je vous rappelle combien on a d'habitants dans le pays ou... Non, c'est pour vous dire, donc il y a 185 personnes qui vont galérer, qui vont trimer dans le pays, des policiers, qui en plus souvent sont des policiers à la retraite, qu'on rappelle, pour venir faire cette mission, d'aller finalement discuter avec les gens, discuter avec les associations, discuter avec les commerçants, etc. Et donc après, on leur explique qu'il faut qu'ils fassent un effort pour transmettre les informations à leurs collègues qui sont, eux, trop occupés parce que sur le terrain, en train de résoudre des affaires, blablabla, bla, 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 etc. Donc, je crains malheureusement que cette police de sécurité du quotidien ne nous facilitera pas la tâche pour 2022 ou avant, puisqu'il faudra bien tout reprendre ou tout mettre en place dès le départ. Et alors, pour vous dire ô combien ils ne savent pas trop exactement ce qui va se passer, donc là, c'est Pascal Lal, qui est le DCSP, donc le directeur central de la sécurité publique. Donc c'est le chef à Paris des policiers qui gère tous les effectifs que vous voyez au quotidien, qu'on appelle police secours, qui disait donc le 14 mai 2018, les policiers ne peuvent plus répondre à toutes les sollicitations et doivent se recentrer sur leur cœur de métier. Très bien. Donc le directeur central de la sécurité publique présentait la police de sécurité du quotidien aux délégués de la cohésion police-population dont je vous parlais, réunis en séminaire à Paris. Attention, une parole forte. Nous devons concentrer nos moyens sur des objectifs précis. Donc, alors, il ajoute aussi, traditionnellement, nous avons travaillé à partir d'objectifs définis au vu de statistiques de la délinquance, de signaux, et non à partir de la remontée du sentiment d'insécurité, déplore le directeur central. Cela a abouti à un décalage assez fort entre les orientations opérationnelles des services de police pour lutter contre la délinquance et les attentes de nos concitoyens. C'est bien. Au moins, il est un peu lucide. Je veux dire, il se rend compte que ça ne va pas très très bien. Mais on reste un peu sur notre faim. C'est-à-dire qu'ils font des séminaires donc le 14 mai 2018 en vue de préparer le 1er septembre pour des policiers de terrain qui seront en charge d'aller discuter avec les gens. Et en fait, ils en font des communicants. Ils essayent de faire 185 communicants qui expliquent que le gouvernement agit. C'est important que les gens sachent que le gouvernement agit, que la police agit et fait des choses. Or, ce n'est pas ça vraiment dont ont besoin les gens, nous-mêmes ont besoin les policiers. Alors du coup, on nous rajoute des caméras piétons pour rassurer le policier. Mais aussi pour dire, voilà, il y aura peut-être moins d'agressions. J'ai eu à voter, plutôt on n'a pas voté, on s'est abstenu, sur le texte sur les caméras piétons pour l'étendre à la fois définitivement aux policiers municipaux,
mais aussi pour l'expérimenter pour les sapeurs-pompiers et à l'administration pénitentiaire, les surveillants de prison. Alors, dans l'esprit de ceux qui ont fait le texte, ce n'était pas les surveillants de prison, c'était plutôt ceux qui font les extractions judiciaires, prennent les gens de prison pour les amener au tribunal, par exemple. Okay, mais finalement, on les mettra aussi aux surveillants de prison, alors qu'il y a déjà des caméras partout dans la prison. Enfin bref. Il y a peut-être quelqu'un qui avait à vendre des GoPro, c'est sur plus de stock. Bon, je sais pas. À mon avis, ça doit être ça, parce que je ne voyais pas bien l'enjeu. Et surtout, vous savez que ces caméras, je vous explique un peu comment ça se passe par ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas. Vous ferez attention, vous avez peut-être déjà croisé finalement des policiers nationaux ou des gendarmes avec la GoPro au milieu du torse. En fait, un certain nombre de gens se sont dit « Ouais, mais attendez, ok, il peut filmer, mais c'est quand même le policier qui décide d'appuyer sur le bouton, quoi. » Donc, s'il me dit « Ouais, connard, tu vas voir », et qu'il est policier, hein, et que moi, du coup, je ne suis pas content, et que je l'insulte réciproquement en retour, et qu'il appuie sur le bouton entre deux, ça ne le fait pas, quoi. Donc, ils se sont dit « Oui, c'est vrai, bon, ça ne le fait pas. » Donc, en fait, la caméra, elle filme tout le temps. Et quand il appuie sur le bouton, ça enregistre en reprenant 30 secondes avant. Donc, il faut être malin, il faut qu'il insulte 32 secondes avant, qu'il appuie sur le bouton. Enfin, voilà, on rentre dans des schémas, et c'est pour ça que nous, on avait dit, c'est pas contradictoire avec le fait de remettre un récépissé à la personne, qui, elle, de son point de vue, dira, bah, écoutez, moi, je me suis fait contrôler 4 fois, 5 fois, 6 fois pour les contrôles abusifs. Et puis, du coup, je me suis renseigné, savoir si on avait fait des études, des enquêtes, des rapports, parce qu'on le déploie aux policiers municipaux, on le déploie aux surveillants de prison, on le déploie aux sapeurs-pompiers. C'est qu'à mon avis, il y a dû y avoir des gens qui ont réfléchi et qui se sont dit qu'il y avait plus d'intérêt que d'inconvénients. Et qui ont fait un ratio, notamment vis-à-vis du coût, parce que ça coûte quand même un peu des sous, c'est quand même du matériel qui est un peu onéreux. Donc j'ai cherché, puis j'ai pas trouvé grand-chose, à vrai dire. Pas mal de recherches sur la vidéosurveillance, mais assez peu sur les caméras piétons, voire même en fait pas du tout en France. Et donc les chercheurs que j'ai contactés m'ont renvoyé vers des recherches à l'étranger. Je vous expliquerai après ce qu'il y a dedans. Mais on me dit que pour ce texte de loi, qui a été présenté par les sénateurs, en l'occurrence LR, au Sénat, qu'il y a eu un rapport du ministère de l'Intérieur, qui concluait sur l'expérimentation de ces dites caméras chez les policiers municipaux. Alors là, je me suis trouvé un peu con, faut le dire, parce qu'au moment d'examiner le texte de loi, on était tout de suite après l'affaire Benalla, enfin j'étais vraiment le nez dans le guidon, et j'avais pas eu le temps de lire le rapport, puis je me suis même dit, mais à tous les coups on me l'a envoyé, je l'ai pas lu, enfin bon, ça doit être sur la boîte mail quelque part. Donc je fais ma petite explication de pourquoi je suis opposé aux caméras piétons, enfin en tout cas, pourquoi je pense qu'il faut être parcimonieux sur leur déploiement, et pourquoi il faudrait peut-être conduire des expérimentations qui vont dans les deux sens. Moins de caméras et plus de caméras. Pourquoi pas, essayons. Et j'ai eu le malheur de dire, par contre, désolé, j'ai pas lu votre rapport du ministère, donc je sais pas ce qu'il y a dedans, etc. Donc ils se sont moqués de moi, tout ça. J'ai envoyé un petit billet à la ministre. Parce que vous savez, dans l'hémicycle, il y a les gens qui sont habillés tout en noir, les huissiers, que vous pouvez envoyer, c'est une sorte de texto de l'ancien temps. Donc je lui ai demandé le rapport et son conseiller parlementaire m'a envoyé sur la boîte mail le dit rapport. Donc entre deux, je me dépêche, je le regarde, tout ça, je lis, je dis le rapport, enfin, je vais pouvoir voir ce qu'il raconte. Quelle n'a pas été ma surprise de voir que le rapport faisait 6 pages, rapport d'évaluation, dont 4 qui rappelaient le dispositif du texte de loi d'origine qui prévoyait l'expérimentation. Donc nous rappelons que selon le texte de loi numéro truc, il est indiqué que bidule, machin. Enfin, ok. Et donc on arrive à la 5e page sur évaluation. Et là vous avez une demi-page qui vous dit qu'il y a eu des rapports qui sont remontés du terrain par les mairies et les mairies disent qu'ils en sont très satisfaits. Et que ça permet de diminuer la tension entre les policiers municipaux et puis les gens. Voilà. Et donc, sur la base de ce rapport, on vient pérenniser l'usage des caméras piétons pour les policiers municipaux et l'étendre à d'autres corps de sécurité.
Donc j'étais pas mécontent de ne pas l'avoir lu, parce que ça ne change rien finalement à ma réflexion. Et pour le coup, les études qu'on a vues à l'étranger montrent que les policiers sont plus précautionneux quand ils utilisent des caméras piétons, dans le fait d'interpeller ou pas, d'agir ou pas agir, ce qui dans des cas peut être pas trop mal. Dans d'autres, des fois, il ferait mieux d'agir et ils n'agissent pas parce que par peur d'être filmés eux-mêmes dans leur intervention. Mais surtout, sur la diminution du niveau de violence, on voit qu'en fait, quand on porte une caméra piéton et qu'on est policier, on a plus de chances de se faire agresser que si on n'en a pas. C'est assez extraordinaire. Moi, l'hypothèse, parce que les chercheurs, en plus, sont au début de leur recherche, donc pour l'instant, ils accumulent des données statistiques, mais ils ne sont pas encore en train d'en tirer des conséquences. Ils se disent que peut-être que c'est parce que il y a deux cas de figure. Il y a le citoyen qui a fait une connerie, machin, il voit le policier qui arrive, il s'énerve, il dit attendez, je vais filmer. Hop, ça baisse d'un ton, tout le monde se calme. Et puis il y a celui qui est déjà un peu en froid avec l'institution policière et l'État en général, et qui pour lui dit ah ouais, tu vas me filmer. Et là, c'est là que ça va plutôt monter crescendo. Le fait de filmer va augmenter le niveau de tension et pas le diminuer. Donc c'est une hypothèse là-dessus. Une autre étude montre que les porteurs de caméras piétons sont beaucoup plus sujets au burn-out que les autres policiers. Tout ça sont des études anglo-saxonnes qui se font surtout au Canada et aux États-Unis, puisqu'ils l'ont déployé depuis un petit bout de temps. Et en l'occurrence, aussi des études. Il y a une étude très intéressante de Zurich, où alors, le chercheur montre que on ne peut pas dire que les caméras piétons posent de problèmes particuliers, mais on ne peut pas dire non plus que les caméras piétons changent quoi que ce soit. Bon, donc... Alors voilà les études que j'ai pu trouver, un peu sérieuses, faites par des scientifiques qui collectent des données, etc. Pas un rapport du ministère de l'Intérieur et des remontées où vous savez pas trop quoi. Bon, mais c'est pas grave, on vient de voter une loi là, pour déployer les caméras piétons, et on vous dit que c'est ça aussi la PSQ, c'est le policier 2.0 qui a une caméra au niveau du torse. Évidemment, le policier 2.0, il lutte contre les trafics de stupéfiants. C'est un peu l'axe majeur. Et donc, il a un nouvel outil à sa disposition. Enfin, plutôt, il l'aura au mois d'octobre-novembre, quand la loi sera passée à l'Assemblée. On n'a pas encore de calendrier précis. Mais l'amende forfaitaire sur l'usage de stupéfiants. Donc, au lieu d'avoir une procédure judiciaire, comme à l'heure actuelle, où vous finissez devant le juge, quand vous avez du cannabis sur vous, que vous soyez consommateur ou revendeur, etc., trafiquant, là, si vous êtes juste simple consommateur, on vous mettra une amende. Mais il faut quand même qu'on collecte les informations sur l'amende, parce qu'il faut que ça reste quand même un problème judiciaire. Si vous récidivez sur le même comportement, la deuxième fois, ça ne sera pas une amende, ça sera quand même un traitement judiciaire. Et vous avez des inepties qui ont été remarquées par les deux rapporteurs qui ont fait une mission d'information sur le sujet à l'Assemblée, un rapporteur de La République En Marche et un rapporteur des Républicains, que vous pouvez arriver dans des cas de figure où finalement, en étant trafiquant, celui qui fait le guet ou au coin de la rue, etc., va avoir un traitement judiciaire immédiatement, parce qu'il n'est pas simple consommateur, ce ne sera pas une amende. Ça va passer devant le juge, etc. Il pourra, lui, s'en tirer avec un rappel à la loi, parce que le juge va dire c'est la première fois, etc., parce qu'on est dans des mesures qui cherchent les alternatives à l'incarcération, parce que je vous rappelle qu'on a dépassé les 70 000 détenus en France. Ça fait partie des tristes records de l'année 2018. Et donc, par contre, celui qui a juste fumé son joint, lui, il va se manger 200-250 euros d'amende. Donc, on a des distorsions comme ça. Et puis, au final, ça ne changera rien. Si vous frappez le consommateur, ça va changer quoi au trafic ? Je veux dire, moi, j'avais dit ça dans un débat, parce qu'on est à Marseille, j'en profite. Vous savez, il y a les mecs qui sont descendus de voiture, les images ont un peu circulé avec les kalachnikovs et tout. Ils sont venus kidnapper un type, apparemment, puis ils sont repartis. Je pense que, à mon avis, avec l'amende forfaitaire, là, ils sont pas bien. Là, ils se disent, ouais, c'est chaud. Oh là là. Ça vous fait rire, mais je profite de vous le présenter sous cet angle-là, parce que c'est bien, l'objectif, c'est bien d'arrêter le trafic et les trafiquants. Et donc, on voit bien que ces mesures sont surtout du gadget pour faire gagner un peu de temps aux policiers et pour le redéployer dans on ne sait pas trop quoi. Et alors, le citoyen dans tout ça, et je vais terminer là-dessus, puis après, je vais vous faire bosser un petit peu. Et le citoyen dans tout ça.
ils se sont dit quand même, parce que c'est pareil, Gérard Collomb, faut le secouer un peu, quoi. Bon, là, il n'y a plus trop grand-chose à faire, mais à l'époque encore, je lui disais, monsieur le ministre, si vous mettez un dispositif comme ça en place, la PSQ, tout ça, il faut que les gens y participent, je veux dire, pour définir votre diagnostic partagé, blablabla. Ça ne peut pas être juste le maire ou l'adjoint à la sécurité ou ceux d'habitude, parce qu'on voit que ça n'a pas hyper bien fonctionné. Puis si vous voulez avoir le sentiment d'insécurité, faut peut-être demander aux gens, quoi. Plus globalement. Les sociologues font des enquêtes très bien là-dessus. Ça s'appelle les enquêtes de victimation, tout ça. Bon. Mais ça demande des moyens, il faut un petit peu de rigueur, de la méthodologie, tout ça. Bon, bref, je vous passe les détails. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient mettre en place des questionnaires de satisfaction par des organismes externes. Non, parce que quand même, c'est mieux. Oui, on va faire un petit peu de marché public pour les copains, quand même. Quand même, les gens puissent travailler, hein, dans ce pays. Bon, et donc voilà, c'est ça aujourd'hui, l'évaluation. Donc c'est ce que va mettre en place... c'est ce qui devait déjà être mis en place avant le 1er septembre 2018, qui n'existe pas encore, et qu'ils ont appelé, parce qu'il faut quand même que ce soit vendeur, ça s'appelle le Lab PSQ. Voilà. Et ça... Et je ne vous parle même pas des problématiques d'effectifs, puisque vous voyez qu'on vous explique souvent qu'on embauche des policiers. Alors c'est vrai, mais pas au rythme auquel on vote les embauches. Parce qu'il y a un petit delta, encore cette année, donc entre 2017 et 2018, il y avait un delta de 2200 agents pour lesquels on a voté les autorisations budgétaires et qui n'existent pas dans le monde réel. C'est quand même pas mal, 2200, je commence à chiffrer, sachant qu'on en embauche 500 de plus chaque année, normalement. Donc, bon, entre 500 et 1000. De plus de postes, de nouveaux postes, je ne parle même pas des gens, parce qu'il en faut beaucoup plus que ça, il y a les départs à la retraite, etc. Bon. Il y a ceux qu'on vire de la police aussi, parce que bon, quand même, il y en a qui le cherchent. Donc, il y aura une autre conférence sur ce genre, bref. Donc, les recrutements, c'est vraiment très difficile. Et pour l'année 2017, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris beaucoup plus bas au niveau de la moyenne pour le recrutement au concours, pour avoir un plus grand vivier, tout simplement. Et ils sont descendus en dessous de 8 de moyenne au concours de gardien de la paix. Et parce qu'il faut aller plus vite, parce qu'il faut en former des policiers, on a besoin de beaucoup, puis en plus il y avait la pyramide des âges qui n'était pas terrible, donc les gens qui partent à la retraite, on a diminué les 12 mois de formation qu'ont les policiers à 9 mois. Donc vous avez des policiers qui sont recrutés à un niveau plus bas et qui sont moins longtemps formés et qui sont envoyés directement sur le terrain. En plus, le processus d'affectation au sein de la police, c'est... allez, on va dire que c'est comme celui de l'éducation nationale, mais en pire. C'est-à-dire que vous commencez dans les endroits les plus compliqués. Donc, recrutement plus bas, moins de temps de formation, les endroits les plus compliqués. Vous avez le cocktail parfait pour qu'il y ait des bavures, que ce soit n'importe quoi, que ça parte dans tous les sens, etc. Hein ? Et les armes. Et ils ont des armes, oui, ils ont des armes, bien sûr. Et je ne vous ai pas parlé aussi qu'il fallait un continuum de sécurité, mais ça, je garde ça pour plus tard. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous donner les éléments de ce que contient la police de sécurité du quotidien, pour qu'à la fois vous montrer qu'on essaye de prendre un peu de temps au groupe parlementaire, mais dans la France insoumise en général, à creuser ces questions-là, à ne pas en faire un à côté, même si, quand vous rencontrez les chercheurs du CESDIP, notamment son directeur de recherche, c'est le laboratoire du CNRS qui s'occupe des questions de sécurité et de politique pénale. Il vous dira que vous avez beau mettre la police de proximité la plus merveilleuse du monde, les analyses qu'ils avaient faites à l'époque, c'est que ça n'a que peu d'impact sur le niveau de délinquance. D'accord ? Ça va avoir un impact sur le sentiment d'insécurité, ça oui. Les gens vont se sentir plus en sécurité, ça sera plus apaisé, plus tranquille. Mais sur le niveau de délinquance en tant que tel, les atteintes aux biens, les cambriolages, etc., ça n'a que peu d'impact. Et ça a une certaine logique à ça, c'est que ce n'est pas la police qui va régler les causes de la délinquance. Ça vous paraît à peu près évident quand je vous le dis comme ça. Et c'est pour ça que notre programme s'insère, y compris celui sur la police, sur un programme plus global qui vise à régler les causes d'une partie de l'insécurité.
Mais pas toutes, parce que de toute façon, il y aura toujours des conflits entre les êtres humains à un moment, et donc il faudra les réguler. Et pour ceux qui, à un moment donné, pourraient se dire que tout le monde déteste la police, ou en tout cas qu'eux, ils détestent beaucoup la police, dites-vous bien, et c'est parce que j'ai participé aussi à l'époque à Nuit debout, et on a eu ces débats, et j'étais déjà au ministère de l'Intérieur à l'époque, c'est des débats passionnants, qu'une des premières choses qu'on a faites en faisant Nuit debout, c'est de mettre en place une commission de tranquillité, c'est-à-dire en fait une forme de police interne à l'événement pour que les choses se déroulent à peu près correctement. Bon. Ceci étant dit, il nous faudra bien avoir, et je pense que pour ceux qui ont lu le livret sécurité, on a déjà bien travaillé, il faudra qu'on poursuive ça, avoir des réponses, des propositions à faire, parce que une fois que vous arrivez à la tête du pays, vous gagnez les élections, vous n'allez pas dire le ministère de l'Intérieur, qui le prend? Personne? Très bien. Suivant? Non. C'est pas sérieux. Vous dites pas à 220 000 fonctionnaires, 240 000 avec les personnels administratifs de gendarmerie et de police, vous leur dites pas écoutez, débrouillez-vous. 240 000 personnes. C'est pas une petite affaire. Donc, il y a des perspectives à tracer. Évidemment, on va puiser dans ce qui s'est fait dans la police de proximité. On va puiser dans plein d'expériences, dans plein de choses intéressantes. Mais en tout cas, ça me semblait vraiment important de partager tous ces éléments avec vous et de se dire que demain, un gouvernement de la France insoumise saura quoi proposer aux policiers et aux gendarmes. En plus, quand vous lirez le livret, vous verrez que déjà, quand on aura mis sur la table que certes, on va augmenter le budget, oui, c'est vrai, il y aura un peu plus de moyens, parce que les commissariats, quand même, pour ceux qui vont dans le commissariat à côté de chez eux, c'est pas terrible, ne serait-ce que pour la confidentialité, des fois, quand vous déposez plainte, enfin bref. Donc il y a un petit peu de travail, quoi. Des trucs simples, pas besoin de faire du extraordinaire, mais des trucs simples. Quand on leur dira qu'on veut mettre ça sous une seule force unique, sous un statut civil, c'est-à-dire fusionner la police et la gendarmerie, et en plus intégrer dans tout ça les policiers municipaux, parce que là, voilà une flagrante inégalité territoriale entre celui qui peut se payer sa police municipale et celui qui ne peut pas se payer sa police municipale. Une fois qu'on aura mis tout ça sur la table, je pense qu'on aura du pain sur la planche pour au moins un quinquennat. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vais vous demander un exercice un peu particulier. Je m'attendais à ce qu'on soit dans une salle avec quelques tables. Mais je vais vous demander à essayer de faire des grosses grappes, le mieux possible, que vous pouvez, de 10-12 personnes, et de répondre à une question assez simple. Je veux savoir, à chaque fois que vous désignez, vous savez, connaissez le principe, vous désignez un rapporteur qui fera une petite synthèse à la fin. On essaie d'être le plus rapide possible dans la synthèse, d'aller à l'essentiel. L'objectif étant de savoir dans quel cadre vous pourriez collaborer avec la police. En tant que citoyen, voilà, question simple. Ne me dites pas article 73, je m'appelle Benalla, je vais interpeller un Black Bloc en manifestation, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Mais de me dire dans quel cadre vous seriez prêt à collaborer avec la police. Ça peut être des trucs tout à fait évidents, tout bêtes. Je ne vous demande pas de devenir des agents secrets ou quoi que ce soit. Vraiment des choses toutes simples. Aujourd'hui ou quand vous serez au pouvoir? La question, c'est quoi? La question, c'est dans l'absolu, je veux dire, dans un monde idéal. Parce qu'on essaie de tendre vers l'idéal. Le meilleur des mondes? Le meilleur des mondes, exactement. Il est 15h. En théorie, on est ensemble jusqu'à 15h45. Je vous propose qu'on se laisse une bonne vingtaine de minutes. L'idée, c'est de lister les cas de figure dans lesquels vous pourriez collaborer avec la police. Et puis après, on essaye de voir les cas de figure où ça nous semble évident d'avoir une police et comment on aimerait qu'elle intervienne, tout simplement. Je crois que vous avez des feuilles dans vos pochettes. Non, vous n'avez pas de feuilles? Bon, on a des feuilles. François, on a des feuilles. Là-bas, je tourne, ils veulent pas de nous. On n'a pas le droit de se rappeler à l'histoire, genre dénoncer son voisin. Je collabore pas. Si vous n'aimez pas collaborer, vous pouvez dire coopérer, si vous préférez.
Je m'attendais à ce que quelqu'un me fasse la réflexion, mais bon. Face quelle réflexion? Quelle réflexion? Quelle réflexion? Ah, on n'a pas le droit de dénoncer son voisin. Ah oui, voilà ce que j'allais dire. Le rapporteur a déjà, voilà. C'est ça. On vient de se mettre Déjà, moi je l'ai demandé, quand on voit un crime et qu'on sait qu'il est coupable. T'étais en forme, tu rigolais. Bah genre, je sais pas si on est un mafieux, par exemple, on comprend qu'il y a un autre mafieux qui est assassiné quelqu'un, on dénonce à la police et après on est témoin. Non, mais bon, après, c'est bon, dès que Dans quel... Dans... C'est un très bon exemple. Camarades, on fait un petit graphe. il y a quelque chose qui se colle là-dedans. Et je vous donne un petit élément supplémentaire parce que je vous connais quand même. Je vous demanderai de lister quand même 2 ou 3 cas de figure où ça vous énerve comment fonctionne la police. Hein, où vraiment là, ça, c'est pas possible, quoi. Je sens que vous avez besoin aussi de le mettre noir sur blanc, même si je connais déjà partiellement les réponses. La question c'est, est-ce que la question c'est quel genre d'acte on dénoncerait? Dans quel cadre Des actes qu'on dénonce. Dans quel cadre vous êtes prêt à coopérer ou collaborer avec la police? Aucun. Ça peut être une position. Non, mais moi, ça me rend pas à ça que l'image de pratique. D'abord, parce que je suis d'accord, oui, parce que ça moi, je collaborerai essentiellement avec un enfant. Problème d'enlèvement ou autre. Ça, sans problème. Sans problème, voilà. Priorité, c'est ça. Le reste, femmes aussi. Voilà. Sur personnes vulnérables. S'il marche le micro, tu vois. Parce que lui, avec la caméra, il doit avoir un peu de son. Je sais pas s'il marche. Non, mais est-ce que votre collaboration, vous la voyez comme signalement ou intervention? C'est-à-dire, par exemple, il y a un problème avec un enfant ou avec un... Non, signalement. Est-ce que juste vous voyez avertir la police ou est-ce que vous Avertir. voyez jouer la médiation? Avertir. Avertir. Problème d'un. Oui, voilà. Parfois, ça nécessite juste de collaborer, et parfois, ça nécessite beaucoup d'agir. Ça dépend de la gravité, voilà ce qu'on disait. Tu veux la gravité, Oui, mais actuellement, tu ne peux pas intervenir, par exemple, Nala, parce que les choses elles sont bien strictes, parce que tu n'es pas milité. C'est ça, et ça veut dire qu'on enlèverait le cadre. De toute façon, ça sera là. Mais quand je disais, non, je reviens sur le côté négatif, parce qu'en ce moment, il y a bien plus une police. Non, j'ai raison.
J'entends pas ce que tu Tu as cette sensation-là. Ah ouais, moi j'ai cette sensation-là. Non, mais c'était parce qu'elle n'a pas la même sensation. J'ai pas entendu ce qu'on dit. Parce que la police, pour moi, elle est un peu dévalorisée en ce moment actuellement. Moi, je le ressens. Non, mais la jeune femme, elle dit non, elle ne le ressent pas du tout. Bah, donc, ça revient mieux. Enfin, l'affaire Benalla. Non, pas forcément. Je veux dire, en général. Ouais, genre quand il y a des accidents dans les quartiers, que la police n'a pas de tir. Bon, c'est marrant, c'était marrant de savoir que vous ne ressentez pas. C'est comme à chaque fois vous êtes dans la police, vous leur donnez des moyens suffisants. Là, j'aimerais que c'est vrai qu'ils vont négocier matériel exceptionnel. Et sans personne, les moyens, c'est comme Mais là, c'est un autre, excuse-moi, c'est un autre débat. On parle plus d'un Ouais, parce qu'on fait le truc. collaboration. en tout cas, la question, elle vient aussi du côté où vous êtes certains à avoir une aversion pardon de mes propos, mais à coopérer avec la police. Donc c'est là que ça prend du danger. Pour moi, tout dépend de la politique faite pour la police. Avoir une bonne image de la police quand même. Pour avant de coopérer, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est changer un petit peu. La police, c'est C'est indispensable. Ouais. Pour aller sur l'image de la police en général. Ah bah aussi quand on est témoin d'un cambriolage. Il faut faire attention avec collaborer, parce qu'on peut dire, si on collabore, on va dire que les policiers, ils font leur job, mais nous, on fait aussi leur job. Quoi. Et vaut mieux leur donner plus de moyens pour qu'ils arrivent à faire bien leur job, que nous, on les remplace en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. Surtout Pas faire les attention en remplacer. fait. C'est ça, c'est ce que tu dis, surtout pas les C'est remplacer. ce que je pense de faire en Macron. Bah, En gros, on ne donne pas des moyens aux policiers, par contre, on va demander aux citoyens de devenir, on va dire, des justiciers ou des policiers. Quoi. Donc, Moi, je trouve ça. Participation citoyenne. Enfin, c'est comme ils ont des indices. Enfin, ils ont des indices qui traînent dans l'immobilier, etc., qui font des réunions, voilà, et de faire des choses qui soient honnêtes, participatives, et zéro intérêt. Enfin, voilà, si vous collaborez avec eux, il ne faut pas trouver un intérêt personnel. C'est de dire, voilà, j'ai été témoin de cette chose-là. Enfin, de toute façon, ça prend. On sent c'est civique, quoi. Oui, voilà. Il y a de plus en plus. Collaboration civique, sentir Il y a impliqué. de plus en plus de drogues qui circulent dans mon quartier. Je commence à m'inquiéter pour les enfants. Enfin, c'est cette collaboration-là qui est intéressante, je pense. Pas sur tous les domaines. Enfin, on n'est pas. Non, on n'est pas formé au policier. C'est juste de l'échange, de la communication entre citoyens et les représentants. réinstaurer un dialogue, la diffusion d'informations. On parlait des enlèvements d'enfants, diffuser rapidement la première photo de la personne disparue. C'est plus la diffusion d'informations. Voilà. Même pour des lycéens, dire bah, il y a de plus en plus de personnes qui nous raquettent, de Ouais, le harcèlement. Le harcèlement. C'est une chose du quotidien, même si les raquettes c'est plus grave, mais voilà, il y a des idées où un citoyen peut agir et d'autres peut vivre, c'est pas notre boulot. Après, ça nous engage. Ça peut même être dangereux. Ah ben, je reviens à ma question, si mettons il y a du racket, est-ce que vous intervenez ou est-ce que vous signalez? Signaler, c'est une façon. Que signaler? Après, ça dépend le racketteur. Ça dépend comment il est physique. Puis intervenir, c'est plutôt compliqué. On n'a pas. Voilà. C'était à la police. Ah oui, mais ça, voilà. Après, c'est des cas de figure. Après, tu ne vas pas te mettre en danger, toi non plus. Voilà. C'est surtout essentiellement Prévenir, prendre les éléments nécessaires pour faire avancer les choses. Enfin, moi, à mon avis, il y a tellement de cas de figure qui peuvent se présenter plus ou moins graves. C'est pour ça qu'il y a un cadre. Voilà, bien sûr. On ne peut pas faire. Oui, quand l'enfant est enlevé, tu ne peux pas intervenir toi-même pour, je sais pas, pour pédophile. Si tu peux. Tu peux, moi, je peux mettre la vie de l'enfant en danger aussi. Regarder sur les incivilités ou violences, Non, mais quand tu vois un enfant se faire enlever, il y a des gens qui. ça c'est du civisme. Oui, voilà. C'est pas une collaboration avec la police, c'est du civisme. Après, tu peux relever la plaque et collaborer avec la police. Ça serait par exemple quand tu relèverais la plaque pour dénoncer le véhicule. Oui, mais. Donc une formation. S'il y avait Notre culture française, ils le font très facilement. Pour le coup, c'est dans notre culture. Normalement, On n'aime pas trop. Il y a un rappel avec. formation à l'école, on l'a eu, mais voilà, après, c'est pas
Collaborer, c'est collaborer. Et se sentir impliqué de toute façon dans la vie de notre commune et de. Voilà. C'est normal en fait. C'est le voisin s'il n'a pas fait. La collaboration, ça permet le dialogue. Le dialogue permet de faire avancer les choses. Ça regarde un peu parce que c'est des Et d'avoir plus confiance les uns aux autres. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est des moyens. Lorsque c'est un côté, la communauté la fraude fiscale, c'est faire de l'argent pour l'État. Tu peux parler plus fort. Oui, si, nous, on entend rien du tout. Ouais, du coup, on vous entend. Je dis que l'intervention citoyenne auprès des forces de l'ordre doit être plus sensible pour l'intérêt général. Si c'est pour faire le vote, oui, ça Ça fait déjà quasiment un quart d'heure. Donc c'est la dernière ligne droite là. Attention, j'ai pas besoin de grands discours, hein, c'est vraiment du concret. Hein. De l'opérationnel au plus proche du terrain pour libérer les énergies. Ok ? Elle a dit qu'elle ne dénonçait pas des personnes qui travaillent. Parce que le mec, s'il travaille au lac, parce que c'est pour avoir un peu plus d'argent, etc. Est-ce que ça gêne quelqu'un de faire ce truc? C'est lui la collectivité. Mais en fait, ça dépend des sommes, honnêtement. Là, si c'est un mec qui détourne des milliards, ou alors il détourne 100 000 euros au travail au gaz, là, ça commence à devenir gênant. Mais genre, s'il prend que 500... Il y a énormément de gens qui travaillent un travail déclaré. Tout le monde a bien désigné son rapporteur au fait ? L'oubliez pas, hein ? Je ne sais pas si ça concerne la police ou ça concerne plutôt les Ben non, oui, voilà. Et puis, après, voilà, c'est un problème de délation. oui. En fait, ce qui ressort avec les civils, Pardon, toi, tu avais parlé de référent médiateur. Et moi, je m'avais posé une autre question, c'était dans quel cas on n'interpellerait pas la police. Entre la police et la population. Ça a touché à l'intérêt général. après, il y a eu une autre question. Ouais. C'était dans quel cas vous savez des choses Ouais. Moi, je pense que dans les cas, genre, on a un ami qui se fout de la drogue, on ne pas forcément la Parce que ce qui me gêne, c'est vrai que c'est pas la police. Ça veut dire que les gens qui nous traitent là-dessus, on dit regarde, les petits jeunes civiques, on dit. Non, on ne parle pas du petit jeune délinquant. On parle du trafiquant de drogue qui diffuse sa drogue, par exemple, dans le quartier. Mais là, on n'est pas d'accord. C'est l'intérêt général. En fait. On parle vraiment de l'intérêt général. C'est s'il met à mal la communauté ou le quartier ou une cellule. C'est comme le travail non déclaré. Si c'est une personne qui fait ça en complément de son activité, on ne va pas le dénoncer. Mais par contre, il fait toute une boîte avec des travailleurs sans papier. Là, par contre, le devoir d'action dans son sens. Par contre, le mec qui fait rentrer du retard. Moi, c'est la réflexion. Par exemple, tu as des amis qui te disent qu'il n'y a pas de CEG là, ou qu'il n'y a pas de chômage. Là, c'est l'inspection du travail. Ouais, c'est pas la police. Ça, pour moi, c'est ça. En fait, chacun a un métier bien défini déjà. Il y a des gens qui font ce métier en fait. C'est pour ça que c'est pas évident de. C'est uniquement la sécurité. Oui, voilà, c'est voilà, au niveau local, de sa commune, de rapporteur. C'est celle Qui qui va être a pris les rapporteur. notes. Non, moi, je suis quelqu'un. Mais je veux bien.
Ah bah attends, t'arrives à lire. J'ai mis toutes les idées, c'est bien écrit. Je suis pas entourée. Bah c'est à partir de où en fait Là, t'as le trait, normalement, t'as pas un trait. Voilà. Si tu veux. Oui, bah, je vais voir si vous mettez droit. Ah c'est bien. Ouais mais je crois qu'on n'a pas répondu à la deuxième question en fait. Là, vous êtes bien placé pour Bah, non, parce que ou alors on a dit non, mais c'est quand même. Il y a très peu d'équipes. Voilà, le reste, voilà. Par exemple, il y a des gens peut-être qui ne dénonceraient pas si c'était un ami à eux qui c'est pas nous. Mais dans le cas d'un infraction, on a une personne Allez, dernière minute pour conclure au sein de vos groupes. Quand ce sera ton tour, on fera passer. Mais non, il y a quelqu'un qui note, on va pas le faire. Oui, mais après, c'est Tiens, il rajoute une question, c'est pas des plages, là. C'est difficile. Ah ben oui. Ça dépend de la politique. Après, ça dépend de la manière des armées. Ça, tu vas faire à la répétition ou tu vas faire... Oui, voilà, c'est pas toi, moi, la question. voilà. Est-ce que c'est une politique de répression? Je vais demander du coup aux différents rapporteurs de venir à mes côtés. Hop, on va bouger ça. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais... Salut, salut, salut. Bonjour, salut. Il n'y a que des mecs là? C'est quoi ce truc encore là? Ça y est, on parle sécurité, il n'y a que des mecs. Eh ben... Ah bon? Ah quand même. Je relis par rapport à une personne, donc ça va être un peu... C'est pas moi qui ai écrit. Ah mais... Vous savez que c'est un vrai problème. Hein. Non mais je veux dire, y compris sur les questions de sécurité. Et surtout, bâtir une conférence sur les questions de sécurité avec une tribune paritaire, c'est compliqué. Bah, j'aurais passé mon petit message. C'est bon, bon, je vois qu'il y a de nombreux rapporteurs, donc je vais compter sur votre efficacité et pour nous dire un peu voilà, ce que vous avez identifié dans vos groupes. Et essayez au fur et à mesure, je sais que ça ne va pas être évident, mais de ne pas redire ce qu'un précédent groupe a déjà dit. Peut-être que le dernier n'aura plus grand-chose à dire, mais on va essayer d'être le plus efficace pour qu'on ait un propos de synthèse et qu'on puisse après avoir une conclusion tous ensemble. Je vais virer le truc. Hop. Yeah. C'est bon. Allez, je te laisse commencer. Merci. Bonjour. Donc, plusieurs propositions. La première, c'est dans le cadre des violences conjugales, améliorer l'accueil pour les dépôts de plainte. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis? Donc, dans l'organisation des manifestations, préparer peut-être en amont et à la fin pour faire un débrief, voir ce qui a marché ou pas marché. Ouvrir le statut d'observateur à chaque citoyen. À voir, je ne sais pas.
Organiser des rencontres, alors je ne sais pas quelle périodicité, avec des représentants de quartier ou d'immeubles ou entre la police et les citoyens pour voir quel problème peut se poser. Après, alors, à la sortie des boîtes de nuit, plutôt que d'avoir des policiers qui attendent les gens derrière le carrefour, plutôt qu'ils soient sur le parking et qu'ils fassent un peu plus de prévention plutôt que d'attraper tout le monde. Et voilà, et puis dissoudre les ligues fascistes. Aider. C'était sur l'accueil des victimes des violences conjugales. Nous, du coup, on a essayé de répondre à 2 questions. Donc d'abord, comment on coopère, et ensuite, les points noirs. On a trouvé plus de points noirs que d'idées de coopération, mais bon, on a quand même cherché. Alors la première, ce serait la coopération évidemment en manifestation et tout ce qui concerne les événements publics. Ça nous paraît assez évident qu'on peut travailler avec les forces de l'ordre à ce moment-là. Ensuite, la dénonciation évidemment des crimes ou des violences, notamment aux personnes. Ça paraît aussi évident que quand on sait que quelqu'un a commis un crime ou une violence, donc les violences conjugales, t'en parlais, on le dit à la police évidemment, puisque c'est eux qui ont les compétences pour résoudre les problèmes. Et ensuite, quelque chose peut-être d'un peu plus ambigu, la question des revendications des policiers. On peut, selon les revendications de certains mouvements sociaux de la police, être avec eux et les accompagner quand on est d'accord, par exemple, quand ils demandent plus de moyens, etc., ou qui sont eux aussi dans une situation de mal-être social. Voilà. Et pour les critiques, donc, il y en a plus. Concernant la BAC, on considère qu'elle n'est pas adaptée au maintien de l'ordre, notamment en manifestation, qu'elle est non formée à ça et qu'elle peut avoir un comportement inadapté et provocateur qui n'améliore absolument pas les conditions et la réconciliation entre les forces de l'ordre et les citoyens. Ensuite, concernant l'armement, on a soulevé le problème de l'armement des policiers municipaux, qu'on considère absurde, qui coûte cher et qui est complètement contre-productif. Et on a soulevé à la fin la question du port d'armes en civil, qui nous paraît être une absurdité totale et qui peut provoquer une angoisse de la population à l'égard de les forces de l'ordre, parce qu'on ne fait plus la différence entre quelqu'un qui va être un policier et qui va être en fonction pour ça et quelqu'un qui va juste être un cow-boy dans la rue. Adaptation à recevoir les plaintes pour agression sexuelle, on en a parlé. Et oui, le problème aussi des syndicats de police qui rejoint ce que je disais dans la coopération, puisqu'on trouve qu'aujourd'hui les syndicats de police, notamment les majoritaires, proposent une défense d'une certaine idéologie de la sécurité qui n'est pas forcément la nôtre, et voilà. Alors pour nous, on a commencé sur un autre chemin, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on n'avait pas du tout envie de collaborer avec la police, en fait c'est pas notre métier, quoi. Et donc ça ouvre la voie aux délations, ça ouvre la voie aux milices, et on n'a pas à remplacer les policiers, c'est leur boulot. Voilà, sauf les cas exceptionnels, bien sûr, quand on est témoin d'un crime évident pour l'intérêt général, les alertes enlèvement, et donc on s'inscrit plutôt dans l'idée de construire un nouvel environnement, donc mettre des représentants de quartier plutôt que des policiers dans les quartiers, des éducateurs, une police qui ne soit pas séparée de la société, donc pas séparée mais il est important d'avoir une police, bien sûr. Avoir des policiers formés, mais pas forcément par des pros de la police, mais par des psychologues, les éducateurs de rue, etc. Et puis généralement, donc, réintroduire les services publics partout, dans les quartiers compris, bien sûr. Et on n'a pas du tout eu le temps de traiter les points noirs, du coup. Mais bon, je pense que tout le monde s'en est chargé. Écoutez, là, avec les 3 personnes qui sont passées avant, on a fait un petit peu le tour, nous aussi, mais je vais répéter dans les grandes lignes.
Là, c'est le côté civique pour notre groupe qui est ressorti. Il faudrait tout ce qui est crime d'enfants, etc. Ça serait une collaboration très justifiée avec la police. Par contre, que pour certains domaines, ça ne serait pas convenable de s'immiscer parce que on peut pas, on n'est pas du métier, on ne pourrait pas gérer leur dossier. D'une manière générale, c'est quand même pour notre groupe le côté civique qui est ressorti et que ce serait très bien, comme le monsieur a dit à côté, que la police soit un petit peu plus dans la population et que la population soit plus dans la police. Enfin, qu'il y ait vraiment un échange très cohérent, mais qu'il n'y ait pas de... Oui, la pédophilie, oui, non, mais je l'ai dit, les crimes d'enfants, la pédophilie, tout ça, enfin, toutes ces choses... oui. Mais parce que moi aussi, j'avais remarqué aussi qu'à la base, la police était quand même un petit peu vue comme un peu négativement. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, ils font vraiment partie de nous. Ce sont des êtres humains aussi. Mais... Oui, non, mais oui, je sais. Il y a ça aussi. Après, il y a une personne, elle a dit que c'était que positif, la police, dans le groupe. Donc, voilà. Donc, mais tout le monde a parlé un petit peu de tous ces sujets. Nous, on a surtout retenu le côté civique, beaucoup des choses, quoi. Pour les âmes sensibles, les femmes, les enfants. Très bien, merci. On poursuit. Merci pour votre efficacité, en tout cas, déjà, aux 4 premiers. Dans notre groupe, on a également retrouvé la question de contact entre la population et la police, surtout sur la population faisant part de ses inquiétudes sociales, notamment. On a parlé des enfants dans la rue, des maltraitances, etc. On a déjà vu ça. Peut-être également, pas forcément vers la police, mais collaboration avec les autorités et l'État en général sur le droit du travail, etc. Et ensuite, plus généralement, pour ne pas repasser sur tout ce qu'on a déjà dit, on est tous arrivés à la conclusion qu'on était tous plus ou moins prêts à collaborer avec la police dans le but de faire régner une justice et dans le but de faire appliquer la loi qui nous semble juste, mais dans la mesure de notre conscience, parce qu'on a tous en tête des exemples de cas justiciables qui vont à l'encontre de notre conscience personnelle, et donc dans lesquels on ne serait pas capable de collaborer avec la police. On pense notamment aux migrants et des choses comme ça, voilà. Oui, alors bonjour. Donc, une des premières choses qui a été dite dans notre groupe, c'est qu'on est prêt à collaborer avec la police si c'est pour secourir les migrants. Ça, c'était une collaboration tout à fait donnée par tout le monde. Donc, dans notre groupe, on a aussi insisté beaucoup sur la formation. La formation de la prise en charge des victimes, que ce soit sexuelle, homophobe, racisme, etc. Et donc, cette prise en charge faudrait qu'il y ait une prévention, qu'il y ait une formation importante vis-à-vis des policiers qui sont chargés aussi de relever les plaintes, etc. Aussi, donc, évidemment, collaborer en portant secours quand il y a maltraitance d'enfants, de femmes, d'hommes, de personnes racisées, comme on dit maintenant. Mais pour ça aussi, il faudrait pouvoir avoir un espace de médiation. Parce que quelquefois, quand on veut aller porter plainte contre la police, c'est pas facile. Donc, si on voit quelque chose que la police a fait et qu'on trouve ça injuste, on ne peut pas aller voir la police et leur dire « ça, c'était injuste ». Donc, peut-être un espace de médiation qui pourrait rendre justement la parole aussi aux citoyens, donc avec des précautions, bien sûr. Il faut éviter la délation et autres problèmes de ce genre. Et puis enfin, quelqu'un a parlé aussi de l'homogénéité dans les corps de police, dans les différents corps de police, et notamment au niveau de la formation. Au niveau d'une formation qui serait quand même, qui doit être importante, parce que c'est vrai qu'on voit souvent, enfin moi j'ai connu des gens qui ont fait école de police, bien c'est surtout sur l'aspect sécurité que l'on insiste et non pas sur l'aspect protection. Donc voilà, c'est à peu près ce qui est sorti de notre groupe. Merci. Mon groupe et moi, nous avons du coup listé aussi ce qui énerve, surtout dans la police, parce qu'il y a beaucoup de choses qui énervent, notamment le manque de communication qu'il y a entre les citoyens et la police,
mes collègues ont déjà énoncé, mais il faudrait aussi, je sais pas, organiser des réunions dans les commissariats, rendre que les commissariats soient plus des lieux qui soient plus accessibles pour les citoyens, qu'il y ait moins de paperasse administrative, qu'il y ait plus aussi de policiers femmes. Je pense que c'est important aussi d'avoir des policiers femmes haut placés, des commissaires de police femmes. Ça pourrait rendre un peu plus d'humanité et déjà de plus aussi de compétences. Et on a aussi dit arrêter aussi que certains corps de police mettent en danger les citoyens, notamment dans certaines manifestations. Et pourquoi pas plus protéger la vie des citoyens au lieu de faire de la répression. Voilà. En fait, protéger les citoyens contre la police. Oui, ce que tu as dit là. Non, protéger les citoyens d'éventuels, par exemple quand il y a des manifs où il y a des casseurs, au lieu de favoriser les casseurs, qui aident les citoyens et d'avoir aussi un service médical qui apporte avec la police pour soigner les personnes au lieu qui seraient en danger de vie, pour qu'il y ait plus une coopération entre les divers corps de métier. Pas seulement divers corps de police, mais aussi des autres services publics, etc. Bonjour, Fabrice. Donc, avec notre groupe, donc moi j'étais gendarme 10 ans. Donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui est ressorti. Nous on a pris l'atteinte des personnes en danger, parce que comment de notre côté, en étant citoyen, comment collaborer, j'aime pas ce mot, mais coopérer avec la police, donc peut-être être formé à être responsable aussi, parce qu'il faut que les citoyens soient responsables déjà eux-mêmes, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Donc les témoignages, témoigner ou agir. Alors comment faire sur le secret aussi professionnel? Il y a des psys, il y a beaucoup de métiers qui peuvent avoir des personnes en danger, et comment passer outre ce secret professionnel pour aider les gens, ces personnes-là, avec la police. Comment redonner aux citoyens confiance à la police, parce que là on a perdu totalement confiance à la police. Oui, mais il y a ceux qui interviennent, et puis il y a les autres qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais qu'on ne peut pas parler. Donc voilà, retrouver la confiance à notre police, et la police de proximité était très bien pour ça, parce qu'elle était très proche dans les quartiers des citoyens. Il y avait beaucoup de participation avec les associations et tout ça. Et ensuite, du côté de la police, il y a pas mal de choses qui ont été dites. La formation surtout, parce que je peux vous garantir que la formation dans la gendarmerie, c'est que de la répression et la sécurité. Sécurité et répression. On n'a pas de formation. Comment aborder les gens, comment aborder telle situation, c'est très difficile. Voilà, donc le reste a été tout dit, je pense, les camarades. Non, j'ai oublié quelque chose, c'est bon. Donc la bienveillance, l'écoute, moins de répression, bien sûr, et plus de prévention. Voilà, merci. Voilà. Moi, je faisais beaucoup de prévention, c'est pour ça qu'ils ne m'aimaient pas. C'est pour ça que je suis parti. Voilà. Merci. Alors, bonjour à tous. Comme je suis le dernier à passer, la plupart des choses ont déjà été dites. Et il est apparu que dans mon groupe, il était très difficile d'imaginer de collaborer avec la police. Du coup, on a essayé de répondre avec un peu d'humour à certaines questions, mais la première proposition, c'est dans quel cas on pourrait collaborer avec la police. Sous la contrainte d'un régime fasciste ou d'une dictature fasciste, où on serait un peu obligé de le faire. Plus sérieusement, pour dénoncer les violences policières, mais ça a déjà été dit.
en cas d'urgence humanitaire, dans le cas d'une urgence humanitaire. Dans le cas où on essaierait de lancer une alerte ou de protéger un lanceur d'alerte, ou dans le cas des violences conjugales. Et dans le cadre un peu plus humoristique, on pourrait aider la police et collaborer avec la police en répondant au questionnaire l'APSQ, dont on a entendu parler pendant la conférence. Et peut-être aussi transporter les valises de l'équipe de France. Merci. Étienne, tu as une question ? Oui, il y a plusieurs missions comme ça. Merci Thierry de le rappeler. Ça n'a pas échappé à ma vigilance de l'été qu'il veut mettre fin à ça. Et d'ailleurs, il y a des CRS qui m'ont alerté, et notamment des CRS qui votent France Insoumise. J'ai eu des discussions sorties de la porte là. Vous savez qu'il y a des sondages d'opinion qui sont faits dans la fonction publique où on sait qu'il y a beaucoup de policiers qui votent Front National. Bon, c'est pas pour autant que circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas, on va pas dire bon bah c'est tout, ils votent à 50%, plus de 50% Front National, bon bah tant pis quoi. Non, c'est pas vrai. Et moi je ne désespère pas de les convaincre et de leur proposer justement de revisiter, de revoir leur métier pour lui donner du sens. C'est bien ça, c'est qu'à un moment donné, quand on en vient à voter pour le Front National et qu'on est policier ou gendarme, c'est parce qu'il y a aussi une perte de sens dans le métier. Et qu'on se dit que finalement, tout ça ne rime à rien, que toute la société est contre nous et qu'on est systématiquement dans une situation de tension et de crise. Et ça rend un peu fou. Et on croit finalement que son quotidien et son métier, c'est la situation générale de la société. Or, c'est pas exactement le cas. Bon, je mets ça de côté. Finalement, en fait, vous avez quasiment rédigé tout le programme dont j'avais besoin. C'est très bien. Voilà, ça me fera gagner du temps. Il y a quelques petites choses que je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de bonnes idées. C'est clair que la relation police-population, ça passe par plusieurs éléments, et ça va être ma conclusion. Ça passe par plusieurs éléments, et effectivement, dans le programme, on a proposé, par exemple, que les comités locaux de sécurité et de la prévention et de la délinquance soient complètement revisités pour y introduire une composante nouvelle, les gens. On s'est dit que, par exemple, une fois par an, il pourrait y avoir une réunion plénière avec tous les gens qui composent le comité local de sécurité et de la prévention de la délinquance, les bailleurs sociaux, les policiers du coin, les élus municipaux, les éducateurs de rue quand il y en a, il en faudrait plus, ça a été dit, etc. Que tous ces gens-là soient dans une réunion publique comme on est en train de faire là, et d'échanger, de dire bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce que vous pensez qui ne va pas, parce qu'il y a des choses souvent toutes bêtes qui émergent dans les enquêtes de victimation, par exemple, celles qui viennent prendre le pouls du sentiment d'insécurité. On se rend compte que le principal sentiment d'insécurité, il est généré souvent par le manque de lumière d'éclairage urbain. Voilà. C'est un truc, ça revient hyper souvent. C'est bête, hein, c'est pas extraordinaire, et pour le coup, c'est pas une histoire de caméra de vidéosurveillance, de machin, il n'y a pas besoin de... Bon. Et des fois, on passe à côté, et ça va vous changer un peu les choses, de mettre un fichu éclairage urbain. Ça va vous changer un peu la situation et la donne. Et de reprovoquer ces échanges, ça permet aussi aux policiers et aux gendarmes d'être à nouveau en contact avec la population. Un autre élément qui est dans le programme, parce que vous aurez à convaincre aussi sur les marchés, dans les porte-à-porte. Il y a forcément des gens qui vont vous dire ouais, de toute façon, France Insoumise, ouais, le social, tout ça, machin, mais bon, pour la sécurité, de toute façon, vous ne ferez rien. Bon, donc là, vous dites hop, on se calme. Il y a notamment, donc ça a été dit, pour les dispositifs avec les CRS sur les plages. Ça, c'est un dispositif de rapprochement police-population qui est extraordinaire. Il y a dans le programme, je vous rappelle qu'on est pour remettre en place un service civique
obligatoire, qui aura une composante militaire, mais surtout une composante civile, pour aller dans des associations, etc., mais aussi pour aller dans la police et dans la gendarmerie. Qu'est-ce qui fait la force de la gendarmerie par rapport à la police, qui est vraiment différente de ce point de vue-là? C'est que vous avez une réserve opérationnelle, je ne vous parle pas d'Alexandre Benalla, une réserve opérationnelle, une vraie, avec des gens qui s'investissent, qui ont un métier par ailleurs à côté, et peut-être que tu y as encore d'ailleurs, sans doute, et ce sont des gens qui sont comme vous et moi, quoi, et qui, un coup de temps en temps, vont faire des missions avec les gendarmes. Ça peut être des missions de sécurité routière, ça peut être des missions de protection et de sécurisation sur le Tour de France. Mais là, pareil, le Tour de France aussi. Il y a de moins en moins de policiers ou de CRS sur le Tour de France, de plus en plus d'opérateurs privés. Or, c'était un moment aussi privilégié de contact police-population. Toutes ces choses-là qui font qu'on a besoin de resserrer le lien entre la police et la population. Évidemment, coopérer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire chasser les migrants, etc. On est bien d'accord là-dessus. Et oui, les BAC, il faut qu'ils arrêtent de faire du maintien de l'ordre. Je vois un de mes acolytes lillois à la porte. Et il sait que j'ai pu tenir ces propos au directeur départemental de sécurité publique du Nord qui sécurise nos manifestations en lui disant il faut arrêter de mettre la BAC dans les manifestations. Ils ne sont pas formés à ça, ils font n'importe quoi. Ils peuvent être utiles dans d'autres cas de figure, mais pas dans celui-là. Voilà, c'est assez clair. Et d'ailleurs, c'est le même problème quand on envoie des CRS là, sur la police de sécurité du quotidien. On envoie des CRS faire des missions de police de sécurité du quotidien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Dans ces cas-là, quand ils sont dans le fourgon, ils font ce qu'ils savent faire. Non, ils tapent pas. Non, il ne faut pas que taper. Non, des fois. Mais non. Non, essentiellement, les problématiques qu'il y a eu, par exemple, dans les ZSP, quand elles ont été mises en place, c'est que les fourgons de CRS, ils se mettaient dans le quartier et ils alignaient tout le monde, mettaient des prunes. Donc, au lieu de se faire des habitants, des alliés, entre guillemets, de renouer le contact, ils se sont mis à dos. Bon, les trafiquants, c'était pas compliqué, bon, voilà. Mais en plus, les gens du quartier. Donc, non, ils tapent le porte-monnaie. Ils tapent le porte-monnaie. Et donc ça, c'est pas bon comme stratégie, c'est pareil. Et donc ça a été dit sur la formation initiale. Évidemment, des éducateurs de rue, ça se fait encore un peu à Lille, mais ça se fait pas du tout partout dans le pays. Les éducateurs spécialisés qui viennent expliquer aux policiers quel est leur métier, d'éduc de rue. Et les questions du secret, et de chacun son secret. Voilà. Je vais pas vous embêter plus longtemps, beaucoup de choses ont été dites. Oui. Vous avez été vraiment très. On va pas vous embêter plus longtemps, on va s'occuper du reste. Ouais, alors là, vous avez vu comment il vous a formé, hein? Paf! Mon 5-7, il vous a mis au travail. Ouais, vous avez vu, la salle était comble. Si c'est pas la politique du chiffre, ça. Il a rempli la salle. Vous aviez l'air même complètement stupéfait. Il y a des gens qui ont pris des notes. Ouais. Vous avez tout D'ailleurs, filmé. pas beaucoup, hein. Il fallait filmer, hein. Ah oui, maintenant, attention, hein, parce que avec ce qu'il a dit, faut des preuves. Hein. Bon, alors, en attendant, est-ce que vous avez compris ce qu'il était en train de faire? Oui, parce que il a l'air gentil comme ça. Oui, mais il vous fait participer, mais oui. en fait. Il a quand même posé une question sur comment collaborer avec la police. Avec son copain, là, qui connaît bien là-haut, là. Hein. Il a quand même dit qu'il manquait de policiers. Alors, on était en problème de recrutement. Ouais. Qui c'est qui veut collaborer, hein? Qui c'est qui veut collaborer, hein? Ouais, alors. Et vous on n'a n'étiez pas quelque chose, là? Et on n'a pas vu ce qu'il a sur ses fichiers ici, là. Ouais. Normalement, quand il y a un truc, là, ça, derrière, on voit ce qu'il y a là, là. Hein. Ouais, c'est. Et là. Des choses un peu secrètes. C'était un PowerPoint invisible. Ouais. Alors ça. Bon ben voilà, faut peut-être le dire. Il connaît bien Gérard Collomb. Il a rendu fréquemment visite. Il ne lit même pas les rapports, c'est lui qui les écrit. Peut-être même qu'il lui souffle. Oui. Et quand vous allez sortir flic. Ah, il a dit information express. Alors là, vous avez fait 20 minutes de boulot. Allez, vous êtes tous flics. Ouais, il a même dit qu'il y avait des flics dans la force le truc insoumise, là. Donc, parmi vous, il y a
des gens là-bas qui vendent des caméras. D'ailleurs, moi, je voudrais vérifier si vous avez bien des petites caméras piétons. Alors, allez-y, tendez-vous. Là, il y a Attendez, grosse Chabot, caméra, là. tu regardes en même temps où est-ce qu'on pourrait les affecter? Je ne sais pas, vous venez de quelle région, vous D'Auvergne. Ah bah oui, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Il y a très peu d'habitants, il faut des... Ouais, il faut des gens qui s'occupent des moutons. Il en faut 40 au moins pour la région parisienne. Oui. Les vaches. Oui, parce que les vaches terroristes, on sait, hein, elles pètent, elles empoisonnent là. Ah, les vaches, elles empoisonnent. Elles sont peut-être envoyées par le djihad. Et il y en a pas qui veulent peut-être déjà l'idée d'aller sur une plage. D'aller sur une plage, ça tente pas des gens ici. Moi, je fais le CRS, mais en maillot de bain, moi. Oui, oui. On me fond dans la population. Je me fondrais comme ça, là. Bon, enfin, réfléchissez, mais à mon avis, passez par là, parce que par là-bas, par là, c'est la sortie directement... Ouais, on leur distribue des matraques. Hein. Bon, donc il y a les caméras, il y a les caméras en bravo, avant. hein, quel jeu, Ah bah, vous pouvez l'applaudir, hein, parce que... Alors, et pour le prochain quinquennat, vous êtes tous là, hein. Au ministère, bon, on a besoin de 240 000 personnes, mais déjà là, on en a une bonne centaine, hein, déjà. Hein. Alors, tu dois faire ça combien de fois 240 fois? C'est ça. Et on a tout le monde. Ah, génial. Merci. Et avant qu'on se quitte, n'oubliez pas, ça me fait penser que vous avez le droit de filmer les interventions des policiers, je vous le rappelle. Ils ne le savent plus, pas tout le temps, pas souvent. Mais vous avez des smartphones et donc effectivement, vous pouvez coopérer avec la police. Et aussi la police des polices, ça me permettra de répondre à une des questions. Petite histoire, hein. Je reprends l'affaire Benalla. La vidéo est mise en ligne par des militants le 1er mai au soir, si je ne dis pas de conneries, de la place de la Contrescarpe, voire le 2 mai, enfin bref, ceux-là. Elle circule. Il y a une plainte anonyme qui a été déposée sur le site de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. N'importe quel citoyen peut faire une plainte. Or, dans leur procédure, pour qu'il y ait des suites à la plainte, pour qu'il y ait des suites, s'ils jugent que sur la vidéo, il y a quand même quelque chose de grave. Bon, là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas jugé qu'il y avait quelque chose de grave, mais ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais s'il y avait eu quelqu'un qui avait donné son nom au moment de déposer la plainte sur le site de l'IGPN, ils auraient été obligés d'ouvrir une enquête et la personne aurait pu déposer plainte pour les violences en question. Et ça aurait ouvert une enquête tout de suite dès le 3 mai, en réalité. Donc, ne vous dites pas quand vous voyez quelque chose qui ne convient pas, ouais, bon, de toute façon, il ne va rien se passer derrière, etc. Même s'il ne se passe rien derrière, même si sur 50 fois, il ne se passe rien 49 fois et qu'à une fois, il se passe quelque chose, faites-le. Faites-le. Faites-le si vous voulez, même signalez-le à un des députés de la France Insoumise qui peut se faire un petit courrier ou un petit mail à l'IGPN en disant voilà, il y a un citoyen qui a déposé une plainte, merci de me dire les suites qui sont données à cette plainte, etc. Voilà. Utilisez aussi quand même si c'est encore perfectible, etc., parce que vous savez que l'Inspection Générale de la Police Nationale est sous les ordres du directeur général de la police nationale, ce qui n'est pas évident. Dans le programme, on veut le sortir de la direction générale de la police nationale, qu'ils soient indépendants, ce qui nous semblait un peu de l'ordre des évidences, mais bon, c'est pas évident pour tout le monde. Mais en tout cas, utilisez les choses qui sont déjà à notre disposition. N'attendez pas 2022 pour agir. Et sinon, d'ici là, n'oubliez pas tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On a filmé ça, on le mettra en ligne. Et puis, on prévoit, j'espère, d'ici 1 an et demi, pouvoir déposer une proposition de loi avec mes collègues du groupe parlementaire sur la justice et la sécurité, donc, et la sûreté, police, gendarmerie, police municipale, pour montrer quelle loi nous on mettrait en place une fois au gouvernement et qui se déclinerait aussi jusqu'au plus bas niveau, y compris sur les éléments de doctrine et de pratique du quotidien, de sorte à ce que vous puissiez avoir de la matière encore plus que le livret sur la sécurité pour répondre à nos concitoyennes et nos concitoyens. Parce que je vous le rappelle, à la fin, c'est nous qu'on va...